À peine la disparition de Johnny annonçait une France bouleversée, s'immerge dans son deuil collectif, lorsque la parole de Gérard Depardieu vient fissurer le silence lourd qui entoure l'hommage national. Cette voix, l'une des plus tonitruantes du cinéma français, ne s'élève jamais sans raison, et encore moins lorsqu'il s'agit d'un ami de 40 ans. Pourtant, ce jour-là, ce n'est pas une élégie qu'il offre à l'opinion publique, mais une déflagration. Une phrase lancée presque calmement, avec ce mélange de gravité et d'exaspération qu'on lui connaît, « Elle va en baver, Laetitia ». Ces quelques mots porteurs d'un jugement sans détour traversent aussitôt le pays comme une secousse tellurique. Car Depardieu ne parle pas en simple observateur. Sa relation avec le rocker est ancienne, solide, bâtie sur des décennies d'expérience commune. Dans cette atmosphère encore lourde d'émotions, l'énormité de sa prise de position frappe les esprits. Les journalistes, d'abord incrédules, comprennent vite qu'ils tiennent là un moment de télévision destiné à marquer l'histoire médiatique récente. Le plateau se glace, l'animateur se rétracte légèrement sur son siège comme s'il venait d'ouvrir sans le vouloir une porte dont il ignorait le poids. Depardieu, lui, ne recule pas. Il maintient son regard certain de son propos presque fataliste lorsqu'il répète que cette affaire ne fait que commencer et qu'elle sera longue, pénible, corrosive. Ce qui surprend n'est pas tant l'audace que la certitude. Dans sa bouche, la polémique n'est pas un simple conflit familial, mais le résultat amer d'un glissement, d'un déséquilibre moral qui, selon lui, trahit la nature profonde de Johnny. Le public français, encore suspendu entre douleur et admiration pour l'idole disparue, reçoit cette déclaration comme un coup de tonnerre. Beaucoup n'avaient alors pas pleinement mesuré l'ampleur de la rupture entre les enfants aînés du chanteur et Laetitia Hallyday. Dès lors, les premières lignes d'une bataille médiatique se dessinent. Les fans se divisent. Les éditorialistes s'enflamment, les conversations prennent feu sur les réseaux sociaux. On scrute ses mots, on interprète ses intentions, on questionne sa légitimité. Mais Depardieu reste Depardieu, un homme qui ne calcule pas, qui ne feint pas, qui ne recouvre pas ses convictions d'un vernis diplomatique. Ce qu'il dit, il le dit parce qu'il estime qu'il le doit à la mémoire naturelle, instinctive, presque primitive qu'il garde de Johnny. Dans ce tumulte, la violence symbolique de sa prise de parole ouvre un débat sur la part morale de l'héritage. Pour Depardieu, l'affaire dépasse l'euro, dépasse la loi, elle touche à quelque chose de plus intime. Par sa phrase, il dévoile implicitement l'idée que le chanteur réputé généreux jusqu'à l'imprudence aurait été entraîné dans une direction qui ne lui ressemblait pas. Ce n'est pas une accusation frontale. C'est un soupçon, mais un soupçon exprimé par l'un des seuls hommes dont la fidélité à Johnny n'a jamais été contestée. Ainsi, commence cette histoire par un geste de loyauté brutale, un cri jeté au milieu d'un pays endeuillé, un rappel que parfois la vérité ne se cache pas dans les documents officiels, mais dans la mémoire de ceux qui ont réellement partagé la vie d'un homme. Lorsque la France sort tout juste de la stupeur provoquée par la disparition de Johnny, un second séisme éclate cette fois au cœur même de sa famille. À peine 2 mois se sont écoulés depuis l'hommage national, lorsque Laura Smet publie une lettre bouleversante où elle révèle sa stupéfaction, son père l'a totalement déshéritée. Cette annonce, qui n'aurait jamais dû quitter la sphère intime, devient instantanément publique, presque inévitablement, tant l'icône qu'était Johnny appartenait au patrimoine émotionnel collectif. À ses côtés, son demi-frère David Hallyday prend position. Il soutient sa sœur, confirmant que la décision du chanteur avait quelque chose d'incompréhensible, voire d'artificiel. Face à eux se dresse une figure isolée mais déterminée, Laetitia Hallyday, veuve et unique héritière, selon un testament californien rédigé plusieurs années plus tôt. La scène médiatique se transforme en arène. Les médias s'emparent du dossier, chaque mot des protagonistes devient un élément de preuve, chaque silence une énigme. On autopsie le document californien, on compare les législations, on interroge les spécialistes. Les Français s'interrogent comment un homme connu pour sa générosité légendaire aurait-il pu renoncer à transmettre ne serait-ce qu'un symbole affectif à ses enfants aînés. L'opinion publique se divise instantanément. Certains voient en Laetitia une femme qui a protégé son mari, jusqu'au bout d'autres la soupçonnent d'avoir verrouillé l'entourage du chanteur dans ces derniers mois. Tout cela, personne ne peut encore le prouver. Mais le doute s'installe et c'est précisément dans cette brèche que la phrase de Depardieu prend une dimension nouvelle. Quand il déclare que l'affaire sera longue et douloureuse, il semble déjà percevoir ce qui se prépare, une guerre judiciaire aux ramifications transatlantiques où la famille Hallyday se déchirera sous les yeux du public. Cette tension n'est pas née d'un jour à l'autre. Depuis les funérailles, certains avaient remarqué des détails troublants, David et Laura, placés près du couple présidentiel, tandis que la veuve se trouvait ailleurs.
Des gestes esquivés, des regards fuyants. Ce n'étaient encore que des signes, mais des signes qui rétrospectivement paraissent prémonitoires. La rupture n'est pas un accident soudain, mais l'aboutissement d'une distance qui se creusait depuis des années. La médiatisation devient inévitable. Les plateaux télé s'embrasent, les tribunes s'enchaînent, les clans se forment. Une part de la France s'identifie à Laura et David, enfants blessés par un choix paternel qu'ils jugent contraire à son esprit. Une autre se range du côté de la veuve, associée au dernier pan de vie partagé avec l'idole. Dans ce chaos grandissant, un sentiment général se cristallise, quelque chose cloche. Quelque chose dans cette affaire échappe à la logique émotionnelle du chanteur, à son ADN affectif. Et c'est exactement là que commence la véritable intrigue, non pas dans les chiffres ni dans le testament, mais dans l'incompatibilité profonde entre l'homme que Johnny fut toute sa vie et la décision qui prétend être la sienne. À partir de ce moment, le conflit cesse d'être une simple querelle d'héritage. Il devient le théâtre d'une lutte pour la vérité émotionnelle d'un père. Bien avant que n'éclate la moindre controverse, l'histoire entre les deux géants qui nous occupent s'était tissée dans une époque où Paris vibrait d'une énergie brute presque indomptable. Leur rencontre n'a rien d'un hasard mondain, elle naît dans un monde où les artistes, les noctambules, les rêveurs et les écorchés vifs se croisent dans des bars enfumés, des loges, en désordre des appartements, où la nuit semblait toujours plus courte que les conversations. Dès les premières minutes, le courant passe entre eux avec une force rare de celles qui échappent à toute explication rationnelle. Ce n'était pas une relation bâtie sur l'admiration mutuelle de deux célébrités, mais l'embrasement spontané de deux tempéraments qui se reconnaissent sans effort. Ils partageaient cette même pulsion de vivre, cette urgence presque viscérale de ne rien laisser filer. Le premier incarnait l'excès dans la musique, le second dans le cinéma, mais tous deux vibraient avec la même intensité. Leur amitié devint rapidement ce que l'on pourrait appeler une alliance sacrée, soudée par des nuits interminables où se mêlaient confidences, éclats de rire, provocations et parfois même des silences lourds révélateurs d'une compréhension profonde. Ils n'avaient pas besoin de s'expliquer. Ils savaient. Leur entourage parle d'eux comme de deux âmes presque jumelles. L'un cherchait dans le rock une forme de délivrance, un moyen de dépasser ses failles. L'autre utilisait le cinéma comme un champ de bataille émotionnel. Cette complémentarité les rapprochait encore davantage, créant une dimension fraternelle que rien ne devait jamais entamer. En public, on voyait deux monstres sacrés. En privé, il s'agissait surtout de deux hommes cabossés lucides sur leurs excès, mais incapables d'y renoncer. Les photographies de l'époque suffisent à raconter ce que les mots ne peuvent qu'effleurer, des visages illuminés par l'insouciance des bras posés sur les épaules de l'autre, des rires qui semblent traverser les décennies. On les voyait partout ensemble, émissions télévisées, soirées improvisées, virées nocturnes, rencontres musicales avec des amis communs. Leur présence conjointe créait toujours une atmosphère unique, comme si l'espace se chargeait d'un courant électrique silencieux. Et ce lien n'était pas une mode, ni un caprice du moment. Il a traversé les années, les réussites, les échecs, les critiques, les triomphes. Ils se retrouvaient avec la même spontanéité, comme si aucun temps ne s'était écoulé entre deux rencontres. Leur complicité n'avait jamais besoin d'être affichée, elle existait simplement avec une évidence naturelle. L'un n'avait pas besoin d'expliquer ses choix à l'autre, l'autre n'avait pas à justifier ses silences. C'était une fraternité qui dépassait les codes habituels du monde artistique. Dans cette amitié forgée dans la liberté absolue, l'excès n'était pas un accident, mais une langue commune. Ils vivaient vite intensément, dangereusement parfois, mais toujours côte à côte. Et c'est précisément cette proximité intime cimentée par l'expérience vécue, plutôt que par des alliances médiatiques, qui donnera plus tard à la parole de l'un une légitimité implacable. Car lorsqu'un homme a partagé les nuits les plus folles et les failles les plus profondes d'un autre, il est l'un des rares à pouvoir dire des années après « je sais qui il était vraiment ». Les années de complicité entre les deux hommes regorgent d'anecdotes si improbables qu'elles semblent appartenir à une légende plutôt qu'à la réalité. Mais ces histoires sont pourtant vraies, authentifiées par des témoins directs, et elles disent tout de la manière dont ils vivaient, sans frein, sans prudence, sans la moindre conscience du danger. Leur amitié n'était pas un long fleuve tranquille. Elle ressemblait plutôt à une succession de torrents, parfois lumineux, parfois sombres, toujours incontrôlables. L'un des épisodes les plus marquants reste sans doute cette scène totalement insensée au cœur d'un carrefour parisien.
Un garde du corps raconte qu'un jour, alors qu'il conduit un imposant 4x4 en pleine circulation, son passager lui ordonne soudain de s'arrêter. Il vient d'apercevoir sur une moto une silhouette casquée qu'il reconnaît immédiatement. Peu importe les voitures, l'embouteillage, l'absurdité de la situation, il veut saluer son ami. La voiture s'immobilise, provoquant un chaos silencieux derrière elle. Le motard coupe son moteur, retire son casque. Les deux hommes se retrouvent au milieu de la rue comme si plus rien n'existait autour d'eux et discutent longuement insouciants, savourant la surprise du hasard. Pendant plusieurs minutes, Paris s'arrête littéralement. Aucun klaxon, aucun cri. Les automobilistes fascinés n'osent déranger ce tableau improbable. Puis comme si de rien n'était, chacun reprend sa route. Cette scène, digne d'un film, illustre à quel point leur amitié était spontanée, viscérale, étrangère au monde ordinaire. Mais l'épisode le plus vertigineux, celui qui a fait frôler la mort à tous deux, remonte aux années 1970, décennie d'excès généralisés. Une soirée dérape lorsqu'un individu leur fournit une substance dangereuse, une variante d'héroïne, alors tristement répandue dans les milieux artistiques. Ils en consomment sans méfiance, entraînés par l'insouciance de leur jeunesse. Le choc est immédiat, un effondrement brutal, un plongeon dans un coma qui durera 48 heures. À leur réveil, ils sont hébergés chez Sylvie Vartan, complètement incapables de se souvenir de ce qui s'est produit. C'est un médecin qui, en les examinant, leur révèle qu'ils ont frôlé la catastrophe. « Vous vous rendez compte d'où vous revenez ?» leur dit-il, stupéfait qu'ils aient un survécu. Cette plongée dans l'oubli forcé les marquera à vie. Peu d'amitiés traversent une pareille frontière, celle où deux êtres partagent le même vertige, la même mise en danger, la même possible disparition. Survivre ensemble crée un lien qui ne peut être rompu ni affaibli. C'est une forme de fraternité que rien ne remplace, un pacte silencieux scellé non par un serment, mais par l'expérience brute de la limite. Ces moments, qu'ils soient anecdotiques ou tragiques, dévoilent la profondeur d'une relation qui a toujours échappé aux apparences. Il n'y avait entre eux ni rivalité, ni calcul, ni complaisance. Seulement la certitude que dans les excès, comme dans les moments les plus graves, chacun serait là pour l'autre. C'est cette intimité rare, forgée dans l'extrême, qui donnera plus tard, à la prise de position publique, l'autorité d'une vérité vécue. Lorsque Gérard Depardieu prononce sa phrase devenue célèbre, personne n'imagine encore l'ampleur du séisme qu'elle va provoquer. En quelques heures seulement, son intervention quitte le cadre d'une interview pour devenir un phénomène national. Les rédactions s'emparent du sujet, les chaînes d'information tournent l'extrait en boucle, les magazines People en font leur une. La France, déjà fracturée par l'émotion du deuil, découvre avec stupeur qu'un conflit latent se transforme en scandale ouvert. Ce qui frappe les observateurs, c'est l'effet immédiat de son propos. Depardieu n'est pas un acteur secondaire, il incarne une figure culturelle totale, un symbole d'excès mais aussi de vérité brute. Lorsqu'il affirme que Laetitia Hallyday va en baver, beaucoup y voient un verdict moral, une sentence qui dépasse les termes juridiques du dossier. Le public se divise. D'un côté, les soutiens de Laura Smet et de David Hallyday, se sentant soudain légitimés, l'un des plus proches amis du rocker, osent dire ce que beaucoup d'entre eux murmurent déjà. De l'autre, les défenseurs de Laetitia réagissent avec indignation. Comment un homme extérieur à la cellule familiale pourrait-il ainsi juger la veuve ? Les débats deviennent virulents. Les plateaux de télévision s'animent de discussions passionnées. Journalistes, avocats, psychologues, familiaux, chroniqueurs, mondains donnent leur analyse. Certains dénoncent l'intervention de Depardieu comme une intrusion déplacée, d'autres saluent son courage de dire haut ce que d'autres pensent tout bas. Très vite, l'affaire dépasse les frontières habituelles du people, elle devient un enjeu sociétal, un révélateur de la manière dont la France perçoit la filiation, la loyauté, les recompositions familiales. Sur les réseaux sociaux, l'onde de choc est encore plus intense. Des milliers de messages affluent, certains applaudissent l'acteur pour sa franchise, d'autres le vilipendent. La viralité de l'extrait crée un phénomène qui échappe à tout contrôle. Les hashtags se multiplient, chacun choisissant son camp comme s'il s'agissait d'un débat national. C'est alors que l'on prend conscience d'une évidence. La parole de Depardieu n'a pas créé la fracture, elle l'a révélée. Elle a mis en lumière d'un seul éclat une dispute déjà présente dans l'esprit de beaucoup. Mais l'impact de sa déclaration ne réside pas seulement dans son retentissement.
Il réside aussi dans ce qu'elle implique. Si un ami de 40 ans affirme qu'une injustice est à l'œuvre, c'est que quelque chose, quelque part, n'a pas suivi la volonté profonde du chanteur. Depardieu n'accuse pas explicitement, mais son omission volontaire de certains noms, son ton grave, son regard qui se durcit, disent tout. Il ne cherche pas le scandale. Il cherche à défendre une mémoire. Et ce positionnement lui donne une autorité morale que les journalistes ne peuvent ignorer. Au fil des semaines, cette prise de parole devient un repère dans le déroulement du conflit. Elle est citée dans les articles, reprise dans les éditoriaux, évoquée dans les émissions. Qu'on la trouve déplacée ou nécessaire, elle devient une pièce maîtresse du récit médiatique, transformant une bataille juridique en une question de valeur et d'héritage moral. Dans ce tumulte, une certitude s'installe, rien ne sera plus comme avant. Depardieu, en un seul instant, a déplacé la perspective du public. Il ne s'agit plus seulement d'un testament contesté, mais d'un doute profond concernant les derniers choix d'un homme que la France croyait connaître. Et ce doute, une fois installé, ne quittera plus jamais le paysage de l'affaire. La prédiction lancée d'un ton presque fataliste que l'affaire serait longue, âpre, interminable, se confirme rapidement. La bataille judiciaire qui s'ouvre mobilise deux continents, des batteries d'avocats, des experts en droit international des tribunaux français comme américains. Pendant 2 ans et demi, les audiences se succèdent, les communiqués se répondent, les tensions s'aiguisent au fil des semaines. Chaque camp avance sa vision de ce que le chanteur aurait réellement souhaité. D'un côté, la volonté exprimée dans un testament californien parfaitement légal en Amérique. De l'autre, l'argument selon lequel un père français n'aurait jamais voulu effacer juridiquement 2 de ses enfants. À mesure que les procédures se déroulent, un détail frappe les observateurs. Ceux qui ont connu le chanteur pendant ses heures les plus fragiles demeurent constants dans leur position. Ils n'ajoutent rien, ne cherchent pas l'escalade médiatique, mais rappellent inlassablement le même principe. L'homme n'était pas de ceux qui calculent, prévoient, organisent obsessionnellement la répartition de ses biens. Son rapport à l'existence passait par l'instant, par le geste spontané, par la chaleur du cœur, plus que par la froideur des contrats. L'idée d'une succession transformée en arsenal juridique leur semble profondément étrangère à son tempérament. La procédure aboutit finalement à un accord en 2020. Ce compromis apaise la guerre légale, mais pas les blessures. Les montants ajustés et les biens restitués ne parviennent pas à reconstruire ce qui s'est brisé: la confiance filiale, la cohésion familiale, la possibilité d'un deuil partagé. Les enfants aînés et la veuve poursuivent leur route chacun de leur côté, avec la distance polie de ceux qui n'ont plus rien à se dire. Même les anniversaires, les commémorations, les hommages officiels ne parviennent pas à rassembler une famille désormais fracturée. À cette déchirure s'ajoute la lourde réalité laissée par le chanteur, une dette colossale, révélatrice des années d'excès, autant que des zones d'ombre financières. Alors que les regards du public se tournent parfois avec sévérité vers la veuve, il devient évident qu'elle doit assumer seule un héritage complexe où le chagrin se mêle aux responsabilités fiscales. La figure publique qu'elle représente se trouve simultanément défendue, critiquée, scrutée avec une intensité rare. L'opinion, elle aussi, reste divisée, comme incapable de trancher définitivement entre compassion et suspicion. Les années passent, mais la fracture demeure. Quelques gestes timides de rapprochement apparaissent ça et là, sans jamais suffire à effacer le passé. Les mots échangés publiquement pendant la tempête ont laissé des traces durables, presque indélébiles. Chacun tente désormais de reconstruire sa vie, mais l'ombre de cette affaire plane toujours, rappelant que même les familles les plus admirées peuvent vaciller lorsque des questions d'héritage, de loyauté et d'identité entrent en collision. Et au milieu de ce paysage brisé, subsiste un constat essentiel: la mémoire du chanteur n'appartient à aucun document juridique. Elle réside dans les histoires vécues, dans les amitiés solides, dans les témoignages de ceux qui ont partagé sa route pendant des décennies. C'est cette dimension profondément humaine que certains ont voulu défendre, refusant que la vie d'un homme si vibrant soit réduite à une querelle de chiffres. Ce rappel, né d'une parole prononcée un jour de février, continue de résonner bien au-delà de ces mots.